En naviguant dans le dédale de nos vies, nous érigeons des rêves, des idéaux, des buts, des totems de l'existence que nous cherchons à atteindre. Mais ces rêves, ces buts, ces idéaux, sont-ils véritablement issus de notre volonté, ou sont-ils des émanations impersonnelles implantées au plus profond de notre être? Des voix qui chuchotent des récits convenus, des destins préfabriqués, des histoires toutes faites et qui, au final, finissent par influencer ce que nous sommes. C'est là qu'entre en scène cette entité que nous nommons la personnalité, une sorte de vernis brillant et séduisant que nous arborons devant le monde. Une projection de l'esprit que nous jouons en fonction des différents contextes et des attentes d'autrui, qui, avec le temps, se transforme en une prison pour l'esprit où nous nous enfermons, refoulant notre véritable essence. Qui peut soutenir qu'il reste indifférent face à l'influence de la masse, lorsque tout autour de lui, la société succombe à une nouvelle mode, à une nouvelle tendance? Qui peut garantir que ses convictions politiques resteraient les mêmes dans un environnement complètement différent? Qui peut affirmer avec certitude que la perception qu'il a de lui-même ne serait pas altérée face à un miroir déformant? Quelle ironie donc de se réjouir alors qu'en définitif, notre esprit n'est que la somme des idées et des émotions dictées et imposées par notre environnement. Que notre personnalité résonne comme un écho de la volonté d'autrui, une marionnette manipulée par des cordes invisibles. Le danger qui nous guette est alors de voir notre véritable moi se faner, bâillonner puis étouffer sous le poids de cette personnalité imposée. Mais l'authentique moi n'est pas une créature qui aime être réduite au silence. Elle résiste, elle communique par le biais de rêves, de symboles et de projections, surgissant dans notre vie telle une anomalie statistique qui déjoue tous nos modèles prédictifs, démantelant soigneusement l'image que nous avons laborieusement édifiée. Cette voix intérieure se manifeste, nous rappelant l'importance de notre vérité personnelle au milieu des tumultes et du vacarme extérieur. Toutefois, ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas ici de nier ou de fustiger la notion de personnalité, mais plutôt d'interroger le récit que l'on s'en fait, le poids que l'on donne à cette construction sociétale. De questionner notre soumission inconsciente à cette entité et notre persistance à tourner le dos à notre vérité essentielle pour répondre à un idéal de conformité. Car il existe une autre voie, une voie qui conduit vers l'authenticité, vers l'exploration de notre véritable moi. Un voyage qui nécessite du courage et de la détermination. Un voyage qui nous invite à dépasser la surface, à plonger dans les profondeurs de notre être pour en extraire notre véritable essence. C'est vers les enseignements de Jung que nous nous tournons pour comprendre ces forces profondes qui façonnent la dynamique de notre esprit. Voyons Carl Jung, un colosse intellectuel qui a vu le jour dans la tranquille Suisse de 1875 et dont l'héritage perdure encore après sa mort en 1961. Psychiatre de formation, élève appliqué et critique de Freud, Jung n'était pas un suiveur. Il avait cette étincelle d'insubordination, ce besoin de déviation qui le mena à rompre avec le freudianisme et à forger sa propre école de pensée, la psychologie analytique. Prenant Freud pour un point de départ mais pas pour une destination, Jung s'est aventuré plus loin dans l'inconscient que Freud n'osait rêver. Il a exploré les territoires inconnus de l'inconscient collectif, une contrée peuplée d'archétypes et de symboles partagés par toute l'humanité. Pour lui, ces figures universelles étaient les vraies forces motrices derrière nos rêves, nos comportements, nos peurs et nos désirs. Le conscient et l'inconscient. Le conscient est comme un phare dans la nuit, illuminant une partie du paysage de notre esprit. Ce que le faisceau de lumière touche, nous le connaissons et le comprenons. Nos pensées, nos désirs, nos souvenirs, nos perceptions du monde. C'est l'espace de la connaissance, de la logique et de la raison. Lorsque nous ouvrons les yeux, nous percevons le monde extérieur à travers nos sens. Nous voyons les couleurs, entendons les sons, touchons les textures. Ce sont nos fenêtres sur le monde. Le conscient fait sens de toutes ces informations, peignant un tableau cohérent de la réalité. En société, notre conscience est comme un interprète, déchiffrant les règles sociales,
les comportements acceptables et les tabous. Elle nous aide à naviguer dans le labyrinthe complexe des interactions humaines, traduisant les signaux subtils dans un langage que nous pouvons comprendre. Le corps est comme le navire que la conscience pilote. Il envoie des signaux à la conscience comme les sensations de faim, de douleur ou de joie, et la conscience répond à ces signaux, guidant nos actions. Elle réagit au changement de temps, au courant et au vent pour maintenir notre cap. Cependant, notre phare n'illumine pas tout. Au-delà de sa lumière, dans l'obscurité, se trouve l'inconscient. Là réside tout ce qui est hors de notre portée, ce que nous avons oublié, ce que nous ne comprenons pas, ce que nous avons refoulé. Même si nous ne voyons pas directement ce qui se trouve dans cette obscurité, cela ne signifie pas qu'elle n'affecte pas notre voyage. L'inconscient peut se manifester à travers nos rêves, nos réactions émotionnelles, nos instincts. Il peut changer le cap de notre navire sans que nous en soyons conscients. C'est pourquoi, selon Jung, il est crucial de porter attention à ces manifestations de l'inconscient, car elles nous aident à comprendre plus profondément ce qui se passe sous la surface, à diriger notre navire avec plus de sagesse et de compréhension. L'ego. Plongeons-nous désormais dans le monde mystérieux de l'identité humaine, dominé par l'ego, ce capitaine audacieux qui dirige le navire de notre conscience à travers les vagues tumultueuses de la vie quotidienne. Cette force primordiale, cette entité dominante est celle qui contrôle notre personnalité, qui nous fait comprendre nos succès et nous aide à affronter nos échecs. Comme Hercule affrontant les 12 travaux, notre ego navigue à travers les difficultés de la vie, parfois victorieux, parfois défait, mais toujours présent. Imaginons un PDG, solidement ancré dans son rôle, trônant au sommet d'une multinationale. Sa décision de fusionner avec une entreprise concurrente, de lancer une nouvelle gamme de produits ou de restructurer l'organisation, eh bien ceci n'est rien d'autre que l'incarnation de l'ego à l'œuvre. C'est en réalité l'ego qui envisage l'avenir, qui prend des décisions audacieuses, qui prend des risques calculés. L'ego est le stratège, l'innovateur, le leader. Mais prenons en considération une autre image. Imaginons un soldat sur un champ de bataille, pris au milieu d'une pluie de balles, luttant pour sa survie. Le rugissement de l'artillerie, le fracas des armes, le cri des blessés, tout cela n'est qu'un fond sonore pour l'ego, qui évalue la situation, planifie une stratégie, prend des décisions cruciales. L'ego est le guerrier, le tacticien, le survivant. Le tableau La nuit étoilée de Van Gogh nous offre une autre perspective sur l'ego. Dans cette œuvre, nous voyons un paysage nocturne animé par une multitude d'étoiles tourbillonnantes. L'ego, en tant que spectateur de cette scène, est dépassé par l'immensité de l'univers, la beauté inégalée de la nature, le mystère de l'existence. C'est l'ego qui ressent cette humilité, cette admiration, cette curiosité. Cependant, laisser l'ego aux commandes peut conduire à des écueils. Reprenons le cas de notre PDG, si absorbé par sa position qu'il en oublie sa famille, ses amis, ses valeurs. Ou le soldat qui, submergé par la guerre, perd son humanité et succombe à la barbarie. La trop grande prévalence de l'ego peut nous faire perdre de vue notre véritable identité, notre essence même. Comme Icare volant trop près du soleil, une confiance excessive en notre ego peut nous mener à notre chute. En conclusion, l'ego est un outil puissant, indispensable à notre navigation dans la vie. Il nous aide à comprendre le monde qui nous entoure, à affronter nos défis, à célébrer nos succès. Nous devons toutefois rester vigilants et ne pas nous laisser submerger par notre ego. Nous devons constamment nous rappeler que notre ego n'est qu'une partie de nous-mêmes, un outil parmi d'autres, et non la totalité de notre identité. La persona. La persona, dans le langage de la psychanalyse de Jung, est la peau que nous revêtons, le masque que nous portons lorsque nous nous engageons dans le théâtre social de la vie. Elle est la représentation de nous-mêmes que nous présentons au monde, une mise en scène soigneusement élaborée, guidée par les règles tacites de la comédie sociale, les rôles assignés par la société et les attentes des autres. Reprenons l'exemple de notre PDG,
travaillant dans le cœur battant de Wall Street. En public, cet homme incarne la quintessence du guerrier économique, affirmé, imperturbable, arborant un sourire d'acier qui dissimule une détermination inébranlable. C'est la persona qu'il a choisie, celle qui répond aux attentes du monde des affaires impitoyables dans lequel il évolue. Cependant, ce même cadre, lorsqu'il ferme la porte de sa maison derrière lui, pourrait se transformer en une personne complètement différente. Là, dans l'intimité de son foyer, il peut se permettre d'être sensible, doux, peut-être même vulnérable. Cette transformation n'est pas une indication de duplicité, mais plutôt une illustration du pouvoir de la persona et de son rôle dans notre vie quotidienne. Il est important de noter que la persona n'est pas le reflet du moi authentique, mais plutôt une construction sociale. C'est l'avatar que nous choisissons dans le jeu interactif de la société. Elle peut être efficace, voire indispensable pour naviguer dans le monde complexe de nos interactions sociales. Pourtant, elle n'est pas la vérité entière de qui nous sommes, elle est plutôt un rôle que nous jouons, comme un acteur sur la scène de la vie. Cet acteur n'est ni le roi qu'il incarne dans une scène, ni le mendiant dans la suivante. De la même manière, notre identité ne se réduit pas à la persona que nous présentons au monde. Il est donc essentiel de comprendre que notre véritable identité n'est pas uniquement définie par notre persona, mais qu'elle réside dans la somme complexe et souvent contradictoire de tous nos aspects, conscients et inconscients, publics et privés, sociaux et individuels. Nous ne devons pas non plus oublier les dangers inhérents à une identification trop forte à notre persona. Le danger réside dans le fait que si nous portons le masque trop longtemps, nous risquons de nous y perdre, oubliant qui se cache derrière. Dans le tableau complexe et multicolore de notre identité, l'ombre est ce coin obscur que nous avons tendance à laisser inexploité. Elle représente les zones dérobées de notre personnalité, les traits et tendances qui ne cadrent pas avec le scénario élaboré et censuré que notre ego a orchestré, ni avec le costume étincelant et admirable que notre personnage porte avec tant de zèle. L'ombre est cette portion cryptée de notre conscience, semblable à un coffre-fort dissimulé dans les profondeurs de notre psyché. Dans ce coffre, nous emmagasinons les pulsions que l'on préfère laisser dormantes, les sentiments que nous n'osons pas mettre à la lumière du jour, les pensées que nous muselons et réprimons, car elles se rebellent contre l'image lustrée que l'on s'efforce de projeter au monde. Pensez à l'ombre comme au sous-sol poussiéreux de votre maison, rempli d'objets oubliés, de souvenirs honteux. Bien que vous puissiez éviter d'entrer dans ce sous-sol pendant des années, les objets qu'il contient n'en disparaissent pas pour autant. Ils sont toujours là, recouverts d'une épaisse couche de poussière, attendant d'être découverts et reconnus. Prenons par exemple ce professeur d'université respecté, ce paragon de la raison et de la logique, dont les discours enflamment les esprits et éclairent les cœurs. Mais quand ce savant est coupé en plein trafic, une rage primitive surgit de nulle part, telle une bête en cage libérée. Est-ce là le même homme, ce froid penseur rationnel, qui laisse soudain libre cours à une fureur irrationnelle? C'est là que l'ombre fait alors son apparition, et comme le disait Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure connaissance de nous-mêmes. On peut prendre un autre exemple, le cas de cette travailleuse sociale, dévouée, empathique, toujours prête à aider ceux qui sont dans le besoin. Pourtant, lorsqu'elle rentre chez elle, elle éprouve un ressentiment amer envers ceux qu'elle aide, une rancœur qui la surprend et la perturbe. Là encore, l'ombre se fait sentir, soulignant la complexité et la contradiction inhérente à la nature humaine. Dans ces exemples, nous voyons l'ombre en action, rappelant avec insistance que nous sommes tous des êtres d'une complexité vertigineuse, capables d'une gamme étourdissante d'émotions et de réactions, souvent en contradiction avec l'image que nous souhaitons projeter. Mais n'oublions pas que l'ombre, bien qu'effrayante à contempler, n'est pas notre ennemie. Au contraire, elle détient souvent la clé de notre croissance et de notre intégration en tant qu'individu.
Selon Carl Jung, l'inconscient personnel est un champ fertile, presque sans fond, de pensées, de sentiments, de souvenirs et désirs que nous ne percevons pas consciemment. Si l'ego est le capitaine à la barre, et la persona le navire visible voguant sur l'eau, l'inconscient personnel est la profondeur marine, pleine de mystères et de trésors cachés, mais tout autant de dangers imprévus. L'ombre, cette portion réfractaire de notre personnalité, trouve sa demeure ici. Mais l'inconscient personnel ne se limite pas à l'ombre. Il abrite également une multitude d'autres éléments de notre psyché qui restent inexplorés ou non reconnus. Il contient des aspirations non réalisées, des talents inutilisés, des souvenirs oubliés et même des fragments de rêves que nous avons choisi d'ignorer. Prenons par exemple un souvenir d'enfance longtemps oublié qui surgit soudainement lors d'une conversation anodine. Ce fragment de mémoire n'était pas perdu, mais simplement stocké dans l'inconscient personnel, attendant le bon moment déclencheur pour revenir à la surface. L'inconscient personnel diffère de l'ombre en ce qu'il n'est pas seulement composé de traits indésirables ou inacceptables. Alors que l'ombre est l'antithèse de la persona, l'ensemble des traits que nous préférons cacher ou nier, l'inconscient personnel, lui, est beaucoup plus vaste et diversifié. Il peut contenir des éléments positifs, comme des talents inexplorés ou des aspirations non réalisées. Pour illustrer ces propos, prenons en exemple une personne qui peut découvrir un talent inattendu pour la peinture ou la musique en explorant son inconscient personnel. Ce talent n'était pas refoulé ou nié comme le sont généralement les traits de l'ombre, mais simplement ignoré ou non reconnu. De la même manière, une aspiration à voyager ou à changer de carrière peut être dissimulée dans l'inconscient personnel, éclipsée par les préoccupations du quotidien et les exigences de la persona. En somme, l'inconscient personnel est comme un océan sous-marin de la psyché. Il abrite l'ombre, oui, mais aussi bien d'autres créatures fascinantes et inexplorées. C'est une région de notre esprit qui mérite d'être exploitée et reconnue, car elle peut révéler des facettes cachées de nous-mêmes et éclairer notre compréhension de notre identité. Comment ces éléments interagissent-ils ? Imaginez votre personnalité comme une pièce de théâtre. L'ego est le protagoniste principal, celui qui dicte le cours de l'action. La persona est le costume que porte l'ego, conçu pour plaire à l'audience. L'ombre est le personnage trouble qui apparaît à l'improviste et bouleverse l'intrigue. L'inconscient personnel, lui, est le scénariste, injectant des rebondissements inattendus et des révélations surprenantes dans l'histoire. L'interaction entre ces différents éléments façonne la pièce de théâtre de notre vie. En prenant conscience de ces forces à l'œuvre, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi nous agissons comme nous le faisons et peut-être commencer à changer le cours de notre destinée. Si nos sociétés modernes dessinent un tableau d'ordre et de conformité, évoquant une mer calme et uniforme, chaque individu dans sa profondeur ressemble davantage à un gouffre sous-marin distinct, avec ses courants intérieurs conflictuels et ses zones d'ombre inexplorées. Ainsi, chaque confrontation à notre ombre est unique, aussi subjective que la perception d'un poème énigmatique. Chaque individu est un héros engagé dans sa quête personnelle, une bataille solitaire contre son propre minotaure, son propre lion ou son loup, écho à ces luttes ancestrales symbolisées par des rites de passage, des chasses mythologiques. Ce combat se déroule non pas en plein jour, mais dans les ténèbres d'une forêt intérieure, d'une grotte spirituelle ou de l'antre de notre inconscient. Si le héros émerge victorieux de ce combat, il est capable d'embrasser son plein potentiel, de vivre en totale harmonie avec lui-même, dans la paix intérieure. C'est comme si une aurore boréale éclairait enfin son ciel intérieur, illuminant la nuit polaire de son existence. Au contraire, si le héros échoue, il doit vivre sous l'ombre menaçante de cette bête non vaincue, un nuage qui assombrit son existence, comme un orage perpétuel au-dessus de sa tête. Toutes les cultures, toutes les traditions sont jalonnées par ces récits, ces odyssées de l'âme. Ils touchent une corde profonde en nous,
Ce n'est pas un hasard si nous aimons tant les épopées où le héros surmonte ses peurs les plus profondes pour libérer son plein potentiel et enfin devenir vraiment lui-même. La confrontation avec l'ombre peut prendre des formes variées et complexes, de la plus simple à la plus sophistiquée. Cela peut être la lutte contre la procrastination, l'ombre qui nous retient d'accomplir nos tâches quotidiennes. Ou peut-être la confrontation avec notre peur de l'échec, l'ombre qui nous empêche de prendre des risques et de réaliser nos rêves. Ou bien la bataille contre la dépendance, cette ombre insidieuse qui nous tient dans ses griffes. Et dans des scénarios plus complexes, il peut s'agir de la confrontation avec des traumatismes profondément enracinés, des ombres qui hantent nos vies depuis des années, depuis des décennies. Le processus d'individuation, ou comment rendre notre inconscient conscient. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Le processus d'individuation, cher à Carl Jung, est un voyage, une odyssée au sein de notre psyché, une traversée du sombre royaume de l'ombre vers la lumière éclatante de la conscience. Le but ultime de ce pèlerinage psychologique est l'achèvement de notre individualité, un éveil à notre unicité innée et une réalisation de notre moi authentique. L'individuation, pour Jung, n'est pas une ligne droite, mais une spirale ascendante, un processus cyclique qui exige de plonger encore et encore dans les abysses de notre inconscient pour en émerger avec une connaissance de soi toujours plus profonde et authentique. C'est comme se glisser dans une série de grottes obscures, chaque grotte représentant une couche de notre psyché, chaque sortie vers la lumière une compréhension plus profonde de notre moi authentique. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Comment cette transformation de l'ombre à la lumière se manifeste-t-elle dans notre vie quotidienne ? Eh bien, par exemple, on pourrait avoir une révélation sur une peur ou une angoisse enfouie qui nous limite dans notre vie. En confrontant et en intégrant cette peur, on apporte de la lumière à une partie de notre ombre. Nous progressons donc dans notre processus d'individuation. On pourrait prendre un autre exemple, le besoin que nous avons de plaire aux autres. Dans ce cas, notre persona nous empêche de vivre en accord avec nos valeurs authentiques. En démasquant et en acceptant cet aspect de nous-mêmes, nous nous rapprochons encore plus de notre véritable moi. Toutefois, il faut souligner que l'individuation n'est pas un processus facile. Elle demande du courage, de l'honnêteté et un engagement à se confronter aux aspects les plus sombres de soi-même. Il n'est pas rare que les individus, face à l'ombre, éprouvent de l'angoisse, du désespoir, de la colère, voire même des crises existentielles. Cependant, ce sont précisément ces défis qui font partie intégrante du processus d'individuation, qui, bien qu'exigeant, est une voie vers la liberté et l'authenticité, car comme l'a si bien dit Jung, l'homme mérite qu'il se soucie de lui-même, car il porte dans son âme les germes de son devenir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer la deuxième partie de notre voyage fascinant à travers l'esprit humain, guidé par les idées de Carl Jung. Au plaisir de vous retrouver pour la suite de cette aventure.